Ce manoir raconte l'histoire d'un garçon, Ning Feng, qui parvient à atteindre le sommet, à une époque où la réalité est envahie par d'autres mondes, où chacun doit se défendre et où la faiblesse est le pire des péchés. Der Protagonist nähert sich einem riesigen blau-blauen Kristall. Und wenn dieser leuchtet, muss er... Mais alors ses camarades de classe ont commencé à rire et à se moquer de lui, car il pensait bouleverser le monde entier, mais au final, il n'a obtenu qu'une seule étoile. Le protagoniste commence à s'excuser, mais soudain arrive une notification indiquant que l'opérateur a achevé l'éveil et activé le système. Toutes ses capacités se transformeront automatiquement en sorts obscurs interdits. Der Typ findet die Wörter dunkel und verboten klingen nicht. Il décide qu'à partir de maintenant, ce sera lui qui brutalisera ses ennemis. Et pendant que les autres se vanteront de leur pouvoir, il les remettra à leur place. Au bout d'un moment, il rencontre un homme dont les yeux brûlent de rage, car le protagoniste possède la carte de niveau le plus élevé, et il est très intéressé par la question de savoir comment il l'a obtenue. Au fil du temps, le personnage devient de plus en plus fort, au point que même ses adversaires les plus redoutables réalisent qu'il est bien plus fort qu'eux. L'intéressé pense lui-même qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, car il est le plus fort du monde, et il ne veut plus le cacher. Le personnage principal étudie à l'Institut des pouvoirs surnaturels. En se promenant dans la cour de l'université, Ning Feng est tellement enthousiaste à l'idée de jouer à un jeu vidéo qu'il pense même à voix haute. Mais il est alors interrompu par une gifle soudaine sur la joue, donnée par une fille. Wang Yue demande au protagoniste ce qu'il fait, car il est temps de se ressaisir et de commencer à se préparer pour l'examen. Le type commence à justifier qu'il se prépare et joue à la fois, et qu'en plus, il a déjà 18 ans et qu'il n'a exploré que des professions avec 1 ou 2 étoiles. Contrairement à la jeune fille qui a décroché un poste 5 étoiles à seulement 16 ans, il n'a aucun intérêt à travailler dur pour lui, puisqu'il pourra compter sur elle à l'avenir. Mais Wang Yue, furieuse, le saisit par le cou et lui répond qu'elle ne le laissera pas faire cela. Les passants commencent à se rassembler autour du couple, surpris de voir la déesse Wang Yue ici, déjà de retour d'une séance d'entraînement spéciale. Les élèves commencent à discuter du fait qu'à 16 ans, maîtriser une profession 5 étoiles dans leur ville est rare, ce qui signifie que la différence entre elle et les gens ordinaires est trop grande. Et là, un homme se demande qui est à côté d'elle, et un autre répond que c'est un raté notoire, qui n'a pas encore essayé un métier normal. Les gens se demandent comment une telle beauté a pu se retrouver avec un tel garçon. D'autres répondent qu'ils sont amis depuis l'enfance. Mais on ignore comment ils sont devenus amis, car il vient d'un orphelinat. Blue Star est un monde où la réalité fusionne avec le jeu. Ici, toute personne de plus de 16 ans peut éveiller ses pouvoirs et devenir un aventurier. Une fois arrivé au centre d'examen, l'examinateur annonce les règles de l'examen. Pendant ce temps, Ning Feng se demande pourquoi Wang Yue prend cela si au sérieux. Après tout, il n'est plus un débutant. C'est son 3e examen. L'examinateur déclare que l'élève, dont le nom est appelé, doit entrer dans la zone de test et être testé, et que ceux qui réussissent à éveiller le cristal devront ensuite se préparer à l'épreuve d'aptitude martiale. Les élèves qui les entourent discutent de leur désir de devenir mage et débattent pour savoir quelle profession est la meilleure. Mais leurs conversations sont interrompues par l'examinateur, qui convoque Ning Feng auprès du cristal. Les élèves commencent à sourire et à chuchoter, plaisantant que s'il échoue maintenant, il sera un perdant à 100%. Le protagoniste s'approche de l'enseignante Chi Wei, qui le calme, en lui disant qu'ils commenceront dès que Ning Feng sera prêt. Elle lui demande de se détendre et de toucher le cristal, ce qu'il fait. Au bout d'un moment, le cristal se met à briller, ce qui signifie qu'il entre en résonance avec le protagoniste. L'éveil lui confère automatiquement des compétences de base. Puis il révèle que Ning Feng n'obtient qu'une seule étoile, et sa capacité, marais de boue. Kiwei éprouve beaucoup de compassion pour le protagoniste, et les autres élèves se mettent à rire bruyamment de lui, en disant que les ordures
resteront toujours des ordures. Le professeur demande à Ningfeng quelle capacité il est parvenu à éveiller. Mais il la regarde, l'air surpris et perplexe, lorsqu'elle repose la question. Chiwei en déduit que cette réaction est due au coup dur que cela représente pour le garçon, car après tant d'années, il n'a obtenu qu'une seule étoile. Elle lui donne ensuite l'équipement de départ et lui dit qu'une fois que Ningfeng l'aura enfilé, il devra passer au niveau suivant. Prenant son équipement, l'homme devient sérieux en réfléchissant à ce qu'il vient d'entendre. En touchant le cristal, le protagoniste entendit que l'opérateur avait achevé l'éveil et activé le système. Ningfeng ne comprend pas de quel système il parle, mais on lui explique ensuite qu'il a acquis les capacités affinité obscure et magie noire, ainsi que la capacité passive d'utiliser un sort interdit une fois par semaine. Le protagoniste médite sur le fait que le pouvoir obscur est de l'énergie maléfique pure et que les sorts interdits sont une magie supérieure, et il ne comprend pas ce que cela a à voir avec lui. On lui annonce alors que le pouvoir de la boue a été découvert et la transformation commence. Il ne comprend pas de quoi il s'agit, mais la transformation est déjà achevée et le pouvoir a inversé le sortilège noir interdit, corps de boue. Le type est très perturbé par les mots « sombre » et « interdit », mais il pense qu'il a de toute façon une épreuve de combat à venir. Donc, rien de terrible ne va se produire. Le test consiste à ce qu'un groupe de 50 personnes pénètre dans le donjon et affronte des monstres individuellement, sans possibilité de former des équipes. Alors que Ningfeng enfile ses gants, il remarque un panneau indiquant que son pouvoir actif est interdit et obscur, ce qui le surprend beaucoup. Finalement, lorsque tout le monde est prêt, il pénètre dans le portail, et le personnage principal ne cesse de penser qu'il souhaiterait que le système explique ce que tout cela signifie. Une fois sortis du portail, les étudiants se retrouvent dans une forêt dense et commencent à combattre des gobelins verts. Contrairement aux autres casse-cou, Nifeng se cache dans les buissons pour réfléchir à sa stratégie. Il remarque que la clairière est surveillée par des drones, ce qui signifie qu'il ne peut pas simplement utiliser le sortilège noir interdit. Mais il n'y a pas d'autre issue non plus. À ce moment précis, l'homme qui surveille les étudiants avec les drones demande à Kiwei pourquoi tout le monde, sauf Ningfeng, se bat. La jeune fille répond que le garçon est en mauvaise santé et que ses capacités se sont éveillées tardivement. Il ne connaît qu'un seul sort, ce qui ne le rend pas apte à l'affrontement. Mais l'homme est toujours en colère et dit qu'elle devrait alors le renvoyer et lui dire de ne plus jamais venir à l'examen. Mais l'homme est alors distrait par l'un des personnes dont il a la charge, qui parle d'une attaque contre le drone et d'une coupure de la connexion. Il donne l'alerte car une forte surtension a été détectée dans le cachot, et le gardien est chargé de vérifier ce qui s'est passé. À ce moment précis, l'un des élèves est terrifié. Un puissant monstre est apparu juste devant lui. Un énorme gobelin vert, portant une capuche et des lames, ordonne aux frères de se lever et d'écouter ses ordres. Il déclare que tous les envahisseurs doivent mourir ici. Et sur ces mots, il s'apprête à partir au combat. Il anéantit sans effort et en un instant le drone, le faisant exploser. Le protagoniste caché se prend soudain la tête entre les mains, car le drone lui est tombé dessus subitement, lui laissant une bosse. Soudain, l'homme s'aperçoit qu'il est entouré d'horribles gobelins armés. Les hommes de main du chef se mettent à courir vers Ningfeng, et celui-ci se demande alors pourquoi il y a tant de monstres devant lui, même avec leur chef. Mais ses yeux s'illuminent à la pensée que le drone est tombé, ce qui signifie qu'il y a là une excellente occasion de tester la réalité de sa sombre technique. Il se relève de ses genoux et, levant la main, des éclairs violets commencent à jaillir autour de lui. Puis ça grossit de plus en plus et bientôt, d'étranges crânes aux yeux verts apparaissent alentour. Et à ce moment précis, l'observateur vigilant signale qu'ils ont perdu le contact avec tous les drones, et une soudaine lueur d'énergie obscure jaillit dans le donjon. Kiwei pense alors que les monstres de niveau roi sont capables de détruire une ville entière, et ne comprend pas
D'où peut provenir une telle créature? Le chef des gobelins est lui aussi terriblement surpris de voir à quelle vitesse son armée de frères tombe. Le protagoniste lui-même est surpris de découvrir à quoi ressemblent les sorts interdits. Mais il trouve ça cool, malgré la saleté et la saleté sur ses mains. Il reçoit de nombreuses notifications concernant les points d'expérience gagnés en éliminant des soldats gobelins. Et le chef des gobelins est surpris par une force obscure, aussi puissante, et se demande si cet homme est capable d'une telle chose. Soudain, il réalise que sa situation est désespérée, car il est incapable de bouger de son siège. Ningfeng crie alors qu'il n'aurait pas dû venir ici. Puis il tue le chef et obtient 6000 points d'expérience. Le niveau du personnage passe au 10e niveau, ce qui ravit le protagoniste, car lors des épreuves de combat de l'année précédente, les joueurs n'avaient progressé que d'1 ou 2 niveaux au maximum. Ningfeng songe au fait qu'il a peu d'expérience avec les monstres ordinaires, la plupart de celles-ci provenant des monstres d'élite. Mais il se demande d'où elle vient. Il jette alors un regard perçant à la clairière et se souvient qu'il y a du butin, du gobelin vétéran. Même 2 objets orange. Le premier est un emblème qui augmente les statistiques de façon permanente. Il augmente également les paramètres de dextérité de 10 unités. Le deuxième trésor épique est constitué des griffes de l'assassin de l'ombre. Et même si le type ne pourra pas les utiliser, il pourra toujours les vendre. Il se rend compte que s'il continue comme ça, il atteindra facilement un niveau élevé et deviendra riche. Il est interrompu par une voix qui ordonne à tous les candidats d'arrêter les tests de combat et d'évacuer. Au début, Ningfeng ne réalise pas ce qui s'est passé. Mais ensuite, il regarde autour de lui et voit que tout est brûlé. Il est surpris, réalisant qu'il s'agit des forces des sorts interdits. Et maintenant, il y a des trous noirs et bleus partout. Il décide que ce serait terrible si quelqu'un le découvrait. Et il est donc temps de fuir. Un pentagramme apparaît autour de lui. Un instant plus tard, lui et les autres apparaissent sur le lieu de l'examen, devant un observateur, qui dit aux étudiants de ne pas rester immobiles, mais de retourner immédiatement en ville. L'homme est tendu, car il se rend compte que même ensemble, ils ne peuvent pas vaincre un monstre de niveau supérieur à celui de la royale. Et il n'est pas sûr que des renforts arriveront à temps. Mais soudain, il remarque que la source du pouvoir obscur a disparu. Et le veilleur craint que le monstre ait pu s'échapper du donjon. Pendant ce temps, Chi-Wei parle à quelqu'un dans une oreillette, lui expliquant qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls, et donne quelques ordres supplémentaires. Lorsque l'héroïne veut dire quelque chose au professeur, elle lui demande soudain, avec enthousiasme, s'il va bien. Ayant reçu une réponse satisfaisante, elle lui demande de quitter rapidement l'institut, car celui-ci est temporairement fermé. Au bout d'un moment, Ningfeng et Wang Yue se retrouvent dans la rue pour discuter de ce qui s'est passé à l'université. En même temps, cet homme pense que la source inconnue de ce pouvoir est ce gobelin d'élite. Il est déçu que, lorsqu'il a enfin pu se réveiller, les tests aient été interrompus. Et à ce moment-là, la jeune fille pense qu'il est si triste à cause de cet incident. Elle explique ensuite que les sorts de défense peuvent lui sauver la vie, mais qu'ils sont inutiles en solo. Donc, il pourra rejoindre son équipe demain. Ningfeng remercie son ami de sa sollicitude, mais affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'il peut gérer la situation lui-même. Il aimerait lui montrer sa véritable force, mais il vaut mieux ne pas utiliser de sorts interdits devant des inconnus. Mais Wang Yue insiste. Il ne refuse pas et dit qu'elle l'attendra demain à 8 heures à la porte ouest. Elle se retourne alors et s'éloigne, laissant le type lui dire quelque chose. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi sa petite amie l'ignore, et il la trouve très têtue. Il se rend compte que la situation est grave et essaie de réfléchir à ce qu'il peut faire. Une de ses options est de faire semblant d'être malade. Mais il se rend compte que la fille est difficile à tromper. Soudain, il s'illumine, et une idée lui vient à l'esprit. Mais il n'est pas sûr qu'elle fonctionnera. Le protagoniste se rend à la bourse. Yuan Sheng
pensant pouvoir acheter les objets adéquats dotés de capacités intégrées, lui permettant de prétendre posséder la capacité du marais. Il espère également acquérir des compétences et se transformer en sort interdit, et en même temps, il pense à vendre le lui du monstre d'élite. Il est accueilli par une femme disposée à l'aider. Puis, Ningfeng lui explique quel type d'équipement il doit acheter. Mais le conseiller lui déconseille de dépenser des sommes folles pour des sorts de bas niveau, car il dispose de toutes sortes d'équipements dotés de techniques de haut niveau. Mais l'homme balaie la question d'un revers de main, affirmant qu'il n'aura besoin de cet équipement que temporairement, donc le niveau ne devrait pas être élevé. La femme demande alors à un autre conseiller de l'accepter. Elle se contente de dire au protagoniste qu'elle ne veut pas servir le mendiant et qu'elle préfère laisser la nouvelle venue s'en occuper. Il est bientôt abordé par une jeune fille qui se propose de l'aider dans son choix. Elle l'emmène d'abord voir différentes épées énormes pour le combat. Puis il lui montre un gantelet en argent, orné de pierres diverses, et un lourd marteau. Finalement, Ningfen choisit une bague en or, ornée d'une pierre orange, et remercie la conseillère pour son aide dans sa recherche. Il lui demande ensuite où elle compte le vendre, et lui propose de l'accompagner jusqu'à la commission d'évaluation. À leur arrivée, ils aperçoivent un homme assis dans un fauteuil en cuir, l'air plutôt fatigué, qui demande à voir la marchandise. La jeune fille explique que le protagoniste veut vendre les trophées, et le garçon lui demande de l'aider à en déterminer la valeur. Prenant les griffes en main, l'homme est agréablement surpris par l'arme de niveau orange. Il commence à décrire ses principaux avantages et à l'admirer. Il affirme que c'est un excellent article et que certains de leurs clients seront certainement intéressés, et demande à l'homme ce qu'il souhaite en retour. En apprenant que plus il donne, mieux c'est, l'homme appelle l'un de ses clients. Au bout de quelques minutes, il les informe que les griffes ont été vendues et que le client est prêt à payer 50 000 cristaux et 46 000 avec la commission. Il propose de rédiger une pile de documents afin de pouvoir transférer l'argent sur le compte de Ningfeng, et après le transfert, le consultant propose de lui trouver tout ce dont il a besoin. À ce moment-là, les trois femmes discutent entre elles des raisons pour lesquelles l'une d'elles a quitté son petit ami, ce à quoi cette dernière répond qu'elle aime les hommes forts, riches et beaux. Une jeune fille interrompt leur conversation et demande pourquoi l'homme qui servait la femme accompagne Maître Wang. L'autre répond que ce type a vendu pour 50 000 cristaux de Kyber et qu'il cherche maintenant une nouvelle organisation. La consultante qui avait refusé la proposition du protagoniste commença à éprouver beaucoup de regrets, affirmant que c'était elle qui devait le servir et que la commission aurait dû lui revenir. Après avoir fait tous ses achats, la jeune fille qui aidait Ningfeng à faire ses courses lui dit au revoir, en lui disant que la prochaine fois, il pouvait s'adresser directement à elle pour obtenir de l'aide. Puis, elle ajoute que son nom est Yang Xing. Le lendemain, le protagoniste déambule avec assurance dans la rue, vêtu de sa nouvelle tenue, en fredonnant toutes sortes d'airs. Après tout, il a testé ses nouvelles capacités l'autre soir, et le système est en train de les transformer. Cela signifie qu'il n'a plus à craindre d'être découvert. Il retrouve bientôt sa petite amie comme convenu. Cependant, elle est accompagnée de 4 autres personnes, un magicien, un porteur de bouclier, un berserker et une prêtresse. Wang Yue présente ses camarades de guilde au protagoniste, et 2 d'entre elles sont heureuses de rencontrer et d'accueillir le nouveau venu. Les 2 hommes, en revanche, ne sont pas vraiment enthousiastes à l'idée de cette nouvelle connaissance. Ningfen remarque que ces types ont l'air de leur devoir 80 millions. L'un de ces hommes demande alors à Yue s'il se souvient bien qu'elle a un 2e quart de travail bientôt. Et elle répond par l'affirmative. Le protagoniste est surpris, car la profession peut être changée tous les 30 niveaux, et il ignore si sa petite amie est déjà au 60e. Il explique ensuite qu'il voulait simplement lui faire un cadeau et lui tend une potion d'agilité de haut niveau. Berserk et la prêtresse sont très surpris par ce cadeau, car il s'agit d'une potion d'élite qui augmente les caractéristiques de façon permanente. Les hommes commencent à se vanter que l'argent n'est pas un problème pour lui, car cela ne coûte que 20 à 30 000 cristaux,
et il ne lésine pas sur les moyens pour Yue. Mais la jeune fille répond qu'elle ne peut accepter ce cadeau, et le garçon tente de lui expliquer qu'il s'agit d'une potion incroyablement précieuse, et qu'elle permettra d'intégrer la meilleure académie. Mais Wang Yue semble s'en moquer. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin, et qu'ils doivent partir, car il reste encore beaucoup à faire. L'homme lui demande, très surpris, si elle va vraiment perdre son temps avec un ami raté. La jeune fille se retourne et lui crie de faire attention à son langage. Mais l'homme lui demande avec arrogance ce qu'il dit de mal. Car Ning Feng n'a qu'une profession, une étoile, et c'est une perte de temps. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi cet homme est si furieux et se demande pourquoi ne pas lui lancer un sort interdit. La prêtresse tente de calmer le mage, mais il rétorque sèchement que cela ne la regarde pas et qu'elle devrait se mêler de ses affaires. Il hurle alors que cette potion d'agilité vaut à elle seule plus que Ning Feng et qu'il ferait mieux de disparaître. Cependant, l'homme demande pourquoi il hurle comme un chien enragé. Après tout, ce n'est qu'une potion d'agilité de niveau 3. Le porteur de bouclier demande s'il peut montrer quelque chose de mieux. Et Max accepte, car si Ning Feng possède un objet plus rare, il tombera à genoux devant lui et implorera son pardon. Eh bien, s'il ne s'avère pas posséder quelque chose de ce genre, le personnage principal s'agenouillera. Soudain, l'homme sort un emblème d'avant-garde qui augmente les caractéristiques de façon permanente et déclare que c'est son cadeau pour Yue. Toute l'équipe est très surprise qu'un objet qui augmente les statistiques de façon permanente de 10 puisse exister. L'homme affirme alors que le seul moyen d'en être sûr est de l'utiliser, et le tend à sa copine en disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il l'a trouvé chez lui. Yue a accepté après que la prêtresse et le porteur de bouclier lui aient demandé de le faire rapidement, pour voir si c'était vrai ou non. La jeune fille prend l'emblème dans sa main et tout autour d'elle commence à prendre une teinte orange dorée, ce qui surprend beaucoup les membres de l'équipe. Les deux hommes qui s'étaient moqués du protagoniste sont extrêmement surpris et lui demandent d'où il tient un tel trésor. Voici donc la réponse de Ning Feng, qui se contente de dire que lorsqu'il s'excuse, il faut le laisser parler plus fort, sinon il a une mauvaise ouïe. Lorsque le pavot commence à protester contre quelque chose, Yue demande à M. Chen s'il veut vraiment se rétracter. Remarquant la réaction de son équipe, il s'incline devant l'homme. Mais après avoir attendu qu'il s'excuse, l'homme dit au revoir à tout le monde et s'en va. Wang Yue commence déjà à s'excuser, mais le garçon l'interrompt et lui dit que cela n'affectera en rien leur relation. De plus, elle n'aurait pas dû l'accompagner. Il aurait été heureux si elle avait réussi le deuxième tour et intégré une meilleure académie. Mais la jeune fille continue de s'exclamer qu'il ne devrait pas se traiter ainsi. Elle sort alors un livre et le tend au protagoniste en disant que c'est un cadeau pour lui. Il s'agit d'un recueil de sorts qu'il pourra apprendre une fois qu'il aura atteint le niveau requis. L'homme remarque que les livres sont de qualité violette et suppose qu'ils lui ont été offerts en cristal. Mais la jeune fille répond qu'elle n'a pas assez d'argent pour le remercier pour l'emblème. À ce moment-là, Ning Feng sourit et dit qu'elle accepte le cadeau. Pendant un certain temps, les amis se retrouvent dans un donjon, un cimetière sinistre, rempli de zombies. Mais Wang Yue les neutralise rapidement avec son arc, atteignant ses cibles. À ce moment-là, le protagoniste se dit que c'est dommage d'avoir si peu d'expérience et de ne pas pouvoir dire à sa petite amie qu'il est déjà au niveau 10. Soudain, le téléphone de la jeune fille sonne et on lui annonce que l'équipe a reçu des informations selon lesquelles un boss puissant est sur le point d'apparaître au cimetière. La prêtresse explique que c'est dû à un événement assez rare et que donc, si Yue veut y aller, elle peut y aller. La mage dit qu'elle doit y aller car sinon, comment obtiendront-ils le butin, étant donné que le visage déchu est un ennemi assez rare et que l'objet adéquat tombera de lui. Elle regarde son ami, mais celui-ci lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et qu'elle peut y aller, car il pourra y aller plus tard. Elle demande alors à son ami de retourner dans la zone de sécurité et de l'attendre. Au moment de se séparer, il lui demande de faire attention et, dès qu'elle aura un peu de temps libre,
de venir lui rendre visite. Ningfeng est en réalité content d'être seul, car il est temps pour lui d'affronter un boss redoutable. La veille, il avait appris 2 nouvelles capacités et pouvait désormais utiliser chaque capacité interdite une fois, sans coût. Malheureusement, il ne possède que 3 barres de compétences, et le livre de Wang Yue requiert le niveau 15. Il ne peut donc pas encore l'utiliser. Dans le cimetière sinistre, un squelette imposant et ses sbires sont déjà apparus. Certains soldats affirment que le boss principal apparaîtra dans la tour située au cœur du donjon. Et ils discutent de stratégie. Cependant, ils remarquent alors qu'une escouade les a déjà devancés et se demandent comment elle a pu passer si rapidement. Mais l'un d'eux réalise alors qu'il s'agit de la guilde de Wang Yue, la guilde du lion rugissant, et l'autre déclare que les autres n'ont aucune chance de les devancer. L'équipe fait effectivement de son mieux pour vaincre les monstres, et elle s'en sort bien. La prêtresse demande au porteur de bouclier s'il a remarqué que Yue est devenu plus fort. Et il répond que bien sûr que oui, car la dextérité à 10 n'est pas une mince affaire. À ce moment-là, le protagoniste apparaît déjà au cœur du donjon grâce à un sort spatial. Pourquoi utilise-t-il la capacité active de glissement 8 pour traverser l'espace et pénétrer dans le monde des ténèbres? Finalement, un boss à l'allure imposante, sous la forme d'un squelette en armure, apparaît au bon endroit. Mais il remarque soudain que Ningfeng l'attend déjà et lui demande pourquoi il est en retard. Après cela, le boss déchaîne sa magie sur lui, ne laissant derrière lui que de la poussière. L'immense squelette demande comment cet aventurier arrogant a osé se présenter seul. Avant même qu'il ait pu terminer sa phrase, le protagoniste fond sur le boss, déclarant qu'il ne souhaite tout simplement pas partager le butin avec les autres. Il utilise alors le pouvoir de pluie céleste, invoquant une pluie de feu qui s'abat sur le squelette. Après une victoire facile, le protagoniste reçoit 6 notifications lui attribuant 200 points pour se venger du guerrier infernal. Il reçoit alors une notification l'informant qu'il a reçu 50 000 points d'expérience en représailles du liche déchu et atteint le niveau 30. Ningfeng commence à amasser une montagne de butin, mais il est contrarié de constater que les 2 livres de sorts ne sont pas réservés aux mages, alors qu'ils valent une fortune. Le type décide de choisir un emblème de couleur violette, car il pourrait vraiment en avoir besoin, même si cela diminue légèrement son endurance. Il effectue ensuite des substitutions, notamment avec l'objet emblème de la liche. Et désormais, lorsqu'il change d'objet, il peut débloquer la profession cachée de nécromancien ou activer la capacité secrète de dieu de la magie. Ningfeng pense que les professions cachées sont très rares, car elles ne sont pas innées, et se demande si cet emblème peut réellement révéler des professions cachées. Il décide qu'un vrai homme choisirait dieu de la magie. Alors il fait de même. Pendant ce temps, l'escouade de Wang Yue ne comprend pas ce qui s'est passé, ni d'où vient cette terrifiante aura violette. Et elle décide de battre en retraite. L'un des membres tente de protester, mais Yue lui demande s'il veut tous les mettre en danger. La jeune fille décide de prévenir son ami, mais il lui a déjà envoyé un SMS pour lui dire qu'il avait une urgence et qu'il était parti. Pendant ce temps, le protagoniste gravit les grands escaliers menant au hall des professions. En entrant, il aperçoit un immense hall et pense qu'il n'y a personne. Cependant, lorsqu'il tourne la tête, il aperçoit un administrateur qui le salue et lui demande s'il est venu chercher un emploi pour changer de profession. Après avoir confirmé son identité, la jeune fille lui demande de fournir toutes ses données personnelles. Nom, âge, profession, etc. Pendant ce temps, la femme songe au fait que le garçon n'a pas les meilleurs résultats, puisqu'il ne s'est éveillé qu'à l'âge de 18 ans. Elle lui demande ensuite de l'accompagner pour lui montrer les métiers magiques. Elle le conduit dans une pièce circulaire ornée de nombreux cristaux bleus et lui demande simplement de suivre les instructions. Elle rencontre ensuite un autre homme qui lui explique que lui et son équipe se sont rendus sur les lieux d'une nouvelle alarme et ont mené une enquête car le cimetière était gravement endommagé.
mais que la source de cette force n'a pas encore été identifiée. L'administrateur demande si c'est le 2e jour consécutif que cela se produit. Et l'homme répond que c'est pour cela que ses supérieurs l'ont envoyé ici. Soudain, une étrange aura noire apparaît autour de la jeune fille, et son regard devient plus grave. Ningfeng se familiarise actuellement avec la première mission du nécromancien, de niveau A, facile, tandis que Scoring s'intéresse à la première mission du dieu de la magie, de niveau C, difficile. Le type est surpris de n'avoir que 2 branches au choix, mais décide de commencer par le bon de magie, car apparemment, c'est une mission préliminaire. Il décide alors qu'il est temps de rentrer. Et en descendant les escaliers, il est encouragé par l'idée qu'il est sur la voie d'une profession cachée et qu'on lui a même confié une mission de niveau difficile. Il estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il lui reste encore 3 jours entiers pour accomplir sa mission. Alors qu'il s'approche de la sortie, il fait ses adieux à l'administratrice. Mais il réalise alors que ce n'est pas la même fille qu'il avait rencontrée au départ. En ce moment, quelque chose d'étrange se produit dans le cimetière. Une femme, une magicienne solitaire, s'apprête à accomplir quelque chose, accompagnée de 2 hommes, dont l'un confie à l'autre que l'existence de cette organisation est un grand secret. Il affirme également que tous les solitaires possèdent des professions secrètes spécifiques qui leur permettent d'utiliser le pouvoir des ténèbres et, au combat, de confier les tâches les plus importantes. L'administratrice affirme que les forces des ténèbres sont si nombreuses ici qu'elles restent palpables, même après avoir été dissipées. Elle indique également n'avoir trouvé aucun indice et que la source de cette force a apparemment déjà disparu. De plus, elle dispose de peu d'informations pour tirer une conclusion claire. L'homme explique qu'il reçoit ces derniers temps de fréquents rapports faisant état d'étranges anomalies dans les cachots, et que celle-ci présage peut-être un désastre, et demande si cette affaire pourrait y être liée. La femme répond qu'il est difficile de se prononcer pour le moment, qu'elle va se renseigner auprès de ses supérieurs et demander des renforts, son adversaire s'étonnant que même la légendaire ombre solitaire puisse avoir mal à la tête. L'autre homme lui demande si elle peut confirmer que le responsable de la panne de courant est un monstre. Cependant, la jeune fille comprend où il veut en venir et lui demande s'il insinue que la cause pourrait être une mutante comme elle. L'homme s'excuse aussitôt, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de l'offenser par ses paroles. Le solitaire répond que le niveau de menace dépasse le niveau royal, le corps humain étant tout simplement incapable d'endurer et de contrôler une telle quantité de force des ténèbres. L'adversaire demande alors s'il comprend bien que leur ville se cache un pont incroyablement puissant, capable, à tout moment, de provoquer une véritable catastrophe. Et la jeune fille confirme ses suppositions, disant qu'elle craint qu'il se cache quelque part dans l'ombre, et qu'ils doivent donc le retrouver rapidement. À ce moment-là, Ningfeng est déjà chez lui. Il ferme les rideaux, pensant que l'obscurité l'aidera à se détendre. Au 30e niveau, 4 nouveaux panneaux de compétences s'ouvrent. Il décide donc d'étudier d'abord 2 livres de Wang Yue. Après quoi, il acquiert la compétence Bouclier enchanteur et la capacité Défense contre la boue. La défense du chargement s'active lorsqu'il subit des dégâts, et la puissance du bouclier est égale au montant maximal de dégâts que peut infliger la capacité Corps mortel fait de boue. Ce type est content que les sorts interdits puissent être combinés avec des techniques de bas niveau. Et c'est dommage qu'il possède un nouveau sort de défense et qu'il n'ait pas peur des dégâts simples. Cependant, il lui reste encore 4 panneaux de compétences. Il doit donc retourner à l'échange. En arrivant à la bourse, Yuan Cheng, Ningfeng reconnaît le consultant qui avait refusé de l'aider la dernière fois. Mais cette fois, elle s'approche de lui, le salue, et l'homme répond qu'il cherche Yang Xing. La femme répond que Yang Xin accompagne maintenant un autre client, et qu'elle sera donc son assistante aujourd'hui. Mais de façon surprenante, le protagoniste répond que dans ce cas, il ferait mieux de chercher lui-même. Le consultant se met en colère en repensant à la façon dont il a osé la rejeter et en disant qu'elle est pire que Yang Xin. Elle commence à expliquer que son travail est d'aider les clients, donc tout va bien.
Mais l'homme ne l'écoute pas. Soudain, Yang Xin entre en courant. Ning Feng la salue et lui demande si elle a terminé. La jeune fille répond qu'elle n'était pas occupée, qu'elle était simplement en train de déjeuner, mais qu'un collègue lui a dit qu'il était passé et qu'elle a donc couru chez lui. Le protagoniste s'excuse d'avoir interrompu un déjeuner tranquille et, en guise de compensation, l'invite à dîner le soir. Peu de temps après, Ning Feng discute avec M. Wang. Il lui explique qu'il souhaite vendre 2 livres de compétences et acquérir de nouvelles capacités. Ce dernier répond qu'il s'occupera de tout et que Yang prendra soin du protagoniste. Entre-temps, il trouve suspect que le type ait apporté des armes oranges la dernière fois, et maintenant des livres violets. Et il pense qu'il devrait le suivre. Après avoir dîné au restaurant avec Yang Xing, le jeune homme demande au serveur l'addition. Mais la jeune fille répond qu'elle a déjà tout payé. Le type se demande s'il allait l'inviter, mais Da répond qu'elle a une bonne raison de payer le dîner de ce soir, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et lorsque Ning Feng lui demande de quoi elle parle, elle répond que c'est un secret. Lorsque Ning Feng lui demande de quoi elle parle, elle répond que c'est un secret. Elle refuse de la raccompagner, prétextant avoir un autre rendez-vous et qu'elle va donc appeler un taxi. Après avoir dit au revoir, Yang Xin monte dans un taxi et on lui demande de la conduire au 2e hôpital de la ville. Elle repense au fait que, grâce à M. Ning, elle a gagné beaucoup d'argent et a pu payer le traitement de son père. Mais cette pensée est interrompue par un événement inattendu. Un chauffeur de taxi meurt sous ses yeux. Divers monstres effrayants errent dans la ville et détruisent des voitures. La jeune fille parvient à ouvrir la portière de la voiture et en tombe. Elle ne comprend pas ce qui se passe, ni d'où sont apparus les monstres dans la zone de sécurité. Et à ce moment-là, un énorme monstre aux yeux rouges se dresse au-dessus d'elle. Un portail bleu foncé apparaît dans le ciel, et un homme en émerge. Yang Xin utilise ses capacités pour tenter de se défendre contre les attaques de la créature. Mais ils ne sont pas d'une grande aide, car elle n'a qu'une seule étoile. Alors le monstre arrive pour l'achever. Mais sa tête vole sur le côté, car un homme l'a tranché avec son épée, protégeant ainsi les autres. Après s'être assuré que la jeune fille allait bien, il lui dit de partir rapidement et de trouver un abri. Mais tandis que Yang Xing s'enfuit, l'homme remarque que tout autour de lui commence à pourrir, le donjon fusionnant avec le monde réel. Il comprend donc parfaitement que, face à ces monstres, les gens ordinaires sont impuissants. Les hypothèses formulées au cimetière semblent donc se confirmer. Soudain, un homme fonce sur lui. Et heureusement, le soldat parvient à parer le coup. Il demande à l'inconnu s'il est un mutant, mais l'homme lui demande s'il a l'air d'une racaille. Il affirme ensuite qu'il est en réalité l'élu d'une force obscure. Le soldat est surpris par la signification de l'expression « l'élu » et réalise qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme ça auparavant. Mais, réalisant qu'il n'a pas le temps de réfléchir, il s'engage dans un combat contre l'inconnu. Cependant, au cours de la bataille, il se rend compte que la situation est grave, car la force de l'ennemi est supérieure à celle du 3e quart de travail. Le combat continue et l'élu des ténèbres crie qu'il est incroyablement fort. En foulant le sol, il sent un flux d'énergie venant de dessous lui. Mais il est alors interrompu par une voix extérieure qui lui dit d'arrêter d'être aussi narcissique. C'est lui qui lui a donné ce pouvoir, et sans lui, il serait comme ses proches, un misérable ver de terre. Et il lui ordonne de prouver son utilité en sacrifiant tous les habitants de la ville. Et ce sera là son apparition au monde. L'homme vénère la créature inconnue et affirme que son vœu sera exaucé. En sortant des toilettes, Ning Feng remarque que, même s'il vient à peine de s'éloigner, quelque chose s'est déjà produit à l'extérieur. Il est soudainement attaqué par une étrange créature, prête à l'achever. Mais soudain, un bloc surgit du sol et coupe l'ennemi en deux. Cela se produit parce que le protagoniste utilise le sort secondaire Mur de pique de terre, et parce qu'il a dépensé de l'argent pour une arme avec une compétence violette. Cela renforce également ses sorts de terre. En sortant,
il découvre d'immenses montagnes de cadavres et d'horribles flaques de sang. Et puis le principal antagoniste, qui est surpris qu'il reste encore de petits insectes derrière. Ningfeng est surpris par un homme étrange, doté d'une énorme main bleue, sans se rendre compte de ce qu'il est. Mais avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, l'homme attrape le type de sa main énorme. Cependant, le héros forme un bouclier autour de lui, grâce auquel l'emprise de l'ennemi est affaiblie. Et l'antagoniste ne comprend pas comment le type a réussi à bloquer l'attaque, qui est pourtant très puissante. La créature extérieure qui a conféré ses pouvoirs à cet homme commence à parler du fait que le pouvoir obscur de Ningfeng est très puissant. Et puis tout cela laisse entendre que le niveau de menace de cet homme est supérieur au sien, et qu'il peut même sentir le souffle de la mort émaner de lui. À ce moment-là, le protagoniste se dit que l'aplomb a l'air plutôt fort et qu'il va probablement devoir lancer un sort interdit dans la ville. Après avoir lancé le sort, la main de l'ennemi commence à pourrir et se brise. Lorsque l'homme se tourne vers son maître, il répond qu'il est seul, et il se désintègre en petits morceaux qui flottent au vent. Les autres créatures se disent de battre en retraite immédiatement et de fermer les portails. L'ennemi de ce type, épuisé, se tient devant lui, évoquant à peine le fait que son précieux pouvoir a atteint ses limites. Et le protagoniste se met à sourire et à ricaner d'un air malicieux. Les soi-disant mutants sont ceux qui, au cours de leur éveil, ont découvert la profession cachée des ténèbres. Ils ont la capacité d'utiliser le pouvoir des ténèbres, ce qui leur confère une puissance supérieure à celle des professions classiques de même niveau. Mais ce qui arrive s'ils perdent la protection que leur offre ce pouvoir des ténèbres, il vaut mieux ne pas le savoir. Après avoir vaincu un ennemi de plus, le protagoniste déclare qu'il est difficile d'affronter un adversaire de ce genre. Un peu fatigué, il est heureux de pouvoir au moins utiliser toute sa puissance sans se soucier de sa défense. Il décide de ramasser rapidement tout le butin avant que quiconque ne le remarque, et pense qu'il est temps de rentrer chez lui au plus vite. À ce moment précis, deux jeunes filles d'une unité secrète spéciale arpentent les rues de la ville, observant les bâtiments détruits. L'un d'eux raconte comment les monstres ont battu en retraite et comment les portes du royaume secret ont également disparu. L'autre pense alors d'abord aux deux sorts de destruction des déchets, puis à l'invasion de la réalité par le royaume secret. Chaque événement apparaissant soudainement, puis disparaissant tout aussi soudainement, se demandant ce que veulent les ennemis. Elle demande ensuite à son partenaire ce qui est arrivé aux autres endroits, et ce dernier répond que la situation est globalement sous le contrôle du chef, hormis de lourdes pertes. La fille à lunettes suggère alors d'y aller quand même, et de tout vérifier. À ce moment-là, Duan examine l'ennemi qui a été touché par Ningfeng. Il se demande qui avait le pouvoir de lui lancer de telles attaques et de tels sorts. Il est alors interrompu par deux filles du groupe secret, qui lui ordonnent de ne pas bouger et lui demandent qui il est. L'homme répond qu'ils peuvent se détendre, car il est membre du nuage au-delà des illusions. Et, pour prouver ses dires, il montre l'emblème. L'une des filles demande si Clouds Beyond Illusion est une organisation non officielle composée exclusivement de combattants. Et la réponse est affirmative. Elle lui demande également pourquoi il est venu ici. Car d'après ce qu'elle a entendu, leurs opérations sont généralement clandestines. Le combattant répond alors qu'il est venu ici à cause de lui et désigne le cadavre. Ce type était un membre régulier de leur escouade, mais il a trahi l'organisation. Il a aidé le royaume secret à organiser une embuscade contre leur camp, et à la fin, à l'exception de quelques survivants, tous les autres sont morts. L'une des filles demande alors si ce n'est pas la même chose qui vient de se produire. Mais l'autre demande au garçon si la mort de cet homme pourrait avoir contribué à l'invasion du royaume secret. Mais le combattant demande aux filles si leur groupe a massacré cet homme, mais elles répondent que non, et qu'elles ne savent pas qui pourrait faire une chose pareille. La femme se dit que le type devait être très habile pour se cacher dans cet espace secret, car elle a essayé de le trouver à plusieurs reprises, mais il a toujours réussi à lui échapper. Elle constate également que, malgré la puissance de la troisième transformation
du capitaine Zhou, toute l'armée est morte en tentant d'anéantir directement l'ennemi et d'empêcher l'invasion du royaume secret. Les deux combattants se demandent si la ville abrite réellement des figures aussi redoutables. L'homme s'en va ensuite, disant qu'il veut essayer de trouver quelque chose. Pendant ce temps, Ningfeng est déjà chez lui, heureux d'avoir récupéré 2 objets de qualité orange pour la profession de combattant, le haut et le bas de l'ensemble de gloire éternelle. Mais l'homme n'en a pas vu sur son ennemi et pense que ce dernier ne remplit pas les conditions de niveau requises. Sinon, il aurait dû recourir à un sort interdit pour gagner. Ningfeng a également trouvé un pendentif d'apparence inhabituelle, mais il est de toute qualité et les informations le concernant sont indiquées comme inconnues. En observant le pendentif, il pense qu'il ne peut pas contenir une divinité ancienne ou quoi que ce soit d'autre. Mais il se trompe, car à ce moment précis, grâce au pendentif, une entité peut l'espionner. Le monstre se réjouit d'avoir agi rapidement et d'avoir fermé le royaume secret à temps, espérant ainsi ne pas avoir attiré l'attention. Soudain, l'homme fixe la créature du regard et répète qu'il ne peut s'agir d'une divinité ancienne ou de quoi que ce soit d'autre dans le pendentif. L'homme panique complètement et ordonne de couper la communication, car il ne peut absolument pas connaître leur position. La divinité dit que l'homme lui a vraiment fait peur et se demande comment celui-ci a pu sentir sa présence. Pendant ce temps, une jeune fille de l'escouade secrète vient rendre visite au combattant à l'hôpital. Et celui-ci lui raconte qu'un combattant sur le champ de bataille est venu à leur secours. Dès que les ennemis l'aperçurent, ils ouvrirent immédiatement un portail vers le royaume secret et s'enfuirent. La femme répond qu'elle sent clairement que la force de cet homme est aussi grande que la sienne. L'homme à côté d'elle raconte que l'homme qui avait réussi à échapper à la capture a été soudainement anéanti par la mystérieuse silhouette. Le solitaire ajoute qu'il est possible qu'il ne fasse que passer, ou qu'il vive peut-être en reclus. Mais ce qui est certain, c'est que cette figure mystérieuse n'est pas officiellement enregistrée, et qu'à part des traces de magie normale, rien de particulier n'a été découvert sur le champ de bataille la nuit dernière. Le combattant confie qu'il serait réconfortant que cette figure mystérieuse s'installe parmi eux. La simple pensée de cette possibilité lui apporte un sentiment de sécurité. L'homme à lunettes leur annonce soudain qu'il a eu une idée plutôt intéressante. Depuis la nuit dernière, les vestiges des forces des ténèbres auraient dû être laissés sur le champ de bataille. Et bien sûr, les ennemis sont des monstres venus du royaume secret. Il suppose alors que ce personnage mystérieux pourrait lui aussi être un mutant. Cependant, les 2 sorts destructeurs n'ont fait aucune victime. Sans le laisser finir sa phrase, le combattant blessé déclare que c'est impossible et que l'homme s'énerve pour rien. La jeune fille, assise à côté d'elle, commence à penser que finalement, tout pourrait être beaucoup plus simple. À ce moment-là, le personnage principal entreprend une mission pour changer de profession. Il arrive dans un lieu où se trouve un immense royaume de temples resplendissants. Mais Ningfeng ne se rend même pas compte qu'un membre du nuage au-delà des illusions le suit. Depuis que cet homme est arrivé à la bourse Yuan Cheng, il y a quelques jours, pour voir Monsieur Wang, il se serre la main. Puis Wang dit qu'il a entendu dire que le type aimerait acheter le kit de 4e transformation. Pendant ce temps, la conseillère se dit qu'avec un homme d'un tel niveau, beau et doté de techniques si habiles, il n'y aura aucun souci à se faire à l'avenir. Wang explique qu'il se trouve qu'un client de longue date vient d'appeler et souhaite acheter le set de combattants 4e transformation, mais qu'il ne possède actuellement que 2 articles. Le membre de la guilde n'a pas fini d'écouter et a demandé où il pouvait trouver cet homme. Cependant, l'homme le rassure en lui disant qu'il semble que cet acheteur ait d'autres choses à faire aujourd'hui et qu'il ne pourra donc pas venir. Cet homme pense que l'ensemble 2 pièces de la 4e transformation, le haut et le pantalon, correspondent tous aux informations clés. Et il y a de fortes chances que les tenues décrites par cet homme soient effectivement l'héritage du maître. Il demande donc à M. Wang
s'il peut lui donner des informations sur le lieu de résidence d'un client de longue date, et ajoute qu'il peut payer pour cette information. Ce dernier pense que les deux hommes sont de mèche, car dès que Ning Feng a dit qu'il voulait vendre le costume, ce monsieur s'est présenté à la porte pour se renseigner à ce sujet. Et c'est presque surnaturel. Finalement, Wang répond qu'il se souvient que ce client avait mentionné avoir des affaires à régler dans une ville voisine, et qu'il les rappellera donc pour confirmer l'information. Une fois l'homme parti, M. Wang vérifie tout de même auprès de la consultante qu'elle l'a bien raccompagné. La femme lui demande alors s'il va bien, car il a l'air très tendu. L'homme répond qu'il a demandé à quelqu'un de se renseigner sur le passé de Ning Feng, et il s'est avéré que ses parents étaient des gens de profession ordinaire, qu'ils sont morts dans un accident quand le garçon était jeune, qu'il a fréquenté le lycée et n'a éveillé sa profession d'une étoile qu'à l'âge de 18 ans. La femme raconte qu'à première vue, son apparence lui avait paru plutôt intimidante, voire sans talent. Mais elle soupçonnait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Et elle lui demande où il aurait pu se procurer les articles qu'il vendait dans leur établissement. Car avec une telle profession, il est impossible d'obtenir des produits d'une telle qualité. Et Wang répond que c'est justement le problème. Le conseiller réfléchit au fait que ce client, l'air très mécontent, demande ensuite si Ning Feng a volé le costume qu'il lui a vendu. L'un répond que ce n'est pas un fait qu'il ait pu être volé, mais qu'il a probablement été obtenu illégalement. Il semble qu'il se soit attaqué à quelqu'un avec qui il n'aurait pas dû s'attaquer. La femme affirme que la 4e transformation est même considérée comme la meilleure de la province de Beishan, et songe au fait que le bâton a certainement été volé, ce qui serait un divertissement assez amusant. Actuellement, Ning Feng est déjà proche du royaume du Temple Radieux, et les membres de la guilde continuent de le suivre. Il trouve incroyable qu'une personne aussi jeune ait pu empêcher l'invasion du royaume secret, puisque même quelqu'un d'aussi puissant que son maître a été vaincu par le chef des royaumes secrets. D'après ces informations, l'héritage du maître pourrait être entre ses mains. Et si Ning Feng lui-même n'est pas puissant, alors il devrait reposer sur la personne qui le protège. En approchant du royaume, le protagoniste aperçoit différents combattants aux prises avec des créatures. Il commence alors à changer d'équipement, et l'espion pense, à en juger par le matériel du type, qu'il doit porter quelque chose de cool. Mais le protagoniste se réincarne et porte un costume des plus ordinaires. L'homme est surpris, trouvant cela trop simple. Le type ressemble à un étudiant qui n'a pas encore terminé ses études. Et il se demande s'il ne s'agit pas d'un déguisement. Après tout, compte tenu de son âge et de son déguisement de débutant, cela ne suscitera pas de soupçons, lui permettant de se fondre facilement dans la foule. Et s'il efface intentionnellement ses traces, le type pourrait essayer de se cacher, et pour éviter de l'alerter, l'espion ne peut pas le suivre de trop près. Il décide donc, par précaution, d'utiliser son don de guidance spirituelle pour marquer sa position. Et Duan décide de le marquer de son apparence habituelle. Il se demande ce que Ning Feng fait ici si les monstres du royaume secret ne sont pas particulièrement forts. Mais le protagoniste ignore les créatures faibles à l'entrée et pénètre simplement dans le château. Avant même qu'il puisse réagir, il est attaqué par une créature énorme qui crache du feu. Mais un bouclier apparaît instantanément devant lui. L'espion est horrifié d'apprendre que cet homme possède une défense absolue, qui semble hors de sa portée. Il remarque également que tous les monstres commencent à éviter le protagoniste, et se rend compte que ce type est plutôt inhabituel. L'espion remarque alors que Ning Feng s'approche d'une immense statue. Il se demande si ce dernier compte affronter le boss seul, et ne comprend pas pourquoi un homme aussi puissant s'en prendrait à un boss de si bas niveau. La statue, quant à elle, ne produit aucun son et ne bouge même pas, ce qui surprend beaucoup Duan. Le protagoniste passe donc tranquillement, pensant que ce n'est pas la personne mentionnée dans le manuel de la mission. Et lorsque l'homme atteint le bon endroit, une créature aux ailes et à l'armure dorée apparaît devant lui. Ses yeux s'illuminent d'une couleur jaune
et il s'envole aussitôt. Ningfeng, qui observait chacun des mouvements de son adversaire, se demandait pourquoi celui-ci s'était soudainement mis à fuir. Et Duan est à nouveau surpris en réalisant qu'il pourrait s'agir d'un boss caché rare. Se souvenant des termes de la mission, à savoir qu'il doit entrer dans le temple du royaume et récupérer l'emblème, il décide qu'il est temps d'agir. Il n'est pas surpris qu'il s'agisse d'une mission de haut niveau, car si un officier général, même avec une seule étoile, y était confronté, il ne serait pas capable de la gérer. Le patron panique alors et repense à l'apparence absolument horrible de cet homme. D'autant plus qu'il n'a nulle part où s'échapper. Ningfeng tend les mains vers l'avant, prêt à utiliser sa force. Après quoi, il utilise le sortilège noir et interdit descente du tonnerre, provoquant un puissant orage et attirant la colère des cieux. Ce qui terrasse le boss en un clin d'œil, sans même lui laisser la moindre chance de parer. Duan, complètement abasourdi, reste assis par terre et en est même incapable de trouver les mots. Il n'a jamais vu une magie aussi destructrice de monde. C'est tout simplement trop terrifiant. Après tout, la force du boss est sans aucun doute supérieure à celle de son maître. Alors, pourrait-il s'agir du pouvoir légendaire des 8 étoiles? Ningfeng pense qu'avant d'avoir atteint la première transformation, il n'a aucun moyen d'augmenter encore son rang, et que tous ses points d'expérience ne sont qu'une perte de temps. Mais ensuite, il réalise que cela n'a pas d'importance. Après tout, il a l'emblème, et il lui suffit de retourner sur ses pas et de terminer sa mission. L'emblème divin de rareté orange confère 8 points d'attributs supplémentaires et un effet de récupération de 100%. Puis, lorsque l'homme décide qu'il est temps d'utiliser le téléporteur, Duan sort de sa cachette et lui demande d'attendre 1 minute. Le protagoniste commence à s'inquiéter de ce que cet homme a vu, et même d'où il vient. L'espion remarque que l'expression du visage de l'homme semble très mécontente. L'homme lui demande alors de ne pas se fâcher et de le laisser tout expliquer. Soudain, ils entendent une sirène forte et horrible. Ningfeng suggère donc de quitter les lieux pour commencer, puis de discuter de tout cela en paix. Un instant plus tard, les hommes sont déjà assis sous un arbre dans les montagnes. Le garçon demande si Duan l'a suivi pendant tout son voyage. Il commence à s'excuser, expliquant qu'il n'avait aucune autre intention, qu'il voulait simplement confirmer l'information et que s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, il ne l'aurait jamais cru. Il raconte que même si son maître était redoutable, il n'a payé de sa vie que pour isoler temporairement le royaume envahisseur, en permettant aux traîtres de s'échapper, et que l'ennemi a persisté à utiliser des gens comme sacrifice pour tenter de briser le sceau, et que Duan l'a donc poursuivi sans pitié, mais en vain. Mais à ce moment précis, le protagoniste réalise que l'espion est un maître de la transformation 4 étoiles, et que s'il ne s'était pas révélé, l'autre ne l'aurait même pas remarqué. Ningfeng est certain que c'est parce que son niveau est trop bas. À ce moment-là, Duan est effrayé par l'expression du visage du protagoniste. Il craint de l'achever pour le faire taire. Il commence par dire qu'il est incroyablement reconnaissant envers cet homme de l'avoir aidé à venger son maître, et que si Ningfeng a besoin de quoi que ce soit, il l'aidera. Le protagoniste se rend compte que cet homme possède un bon niveau et travaille seul. Une bonne relation avec lui pourrait donc s'avérer utile. L'homme dit qu'il ne veut que personne d'autre que lui soit au courant des événements d'aujourd'hui. Et Duan promet de garder le silence. Cet homme sait que le pouvoir de Ningfeng est attribué à l'immense pouvoir des ténèbres. Mais malgré cela, elle a épargné les innocents, repoussé avec succès l'invasion du royaume secret et sauvé toute la ville, ce qui mérite le respect. Le protagoniste propose de loger quelque part en ville, puisqu'il n'a nulle part où aller. Mais soudain, le téléphone sonne et l'homme décroche. Il entend la voix de son professeur qui lui demande où il se trouve. Chi l'informe qu'il n'est plus loin de la ville et qu'il est sur le point de rentrer en voiture, lui demande s'il a besoin de quelque chose et ajoute qu'à son retour,
Elle souhaite discuter de quelque chose avec lui. L'homme est alarmé par cet appel et commence à se demander pourquoi le professeur l'a appelé tout à coup. Pendant ce temps, Chi explique que Ningfeng se prépare déjà à rentrer. La femme de l'unité secrète affirme que sans cette enquête menée à temps, cet étudiant aurait pu passer inaperçu. L'enseignant dit que le garçon a un bon caractère et qu'il est très intelligent dans ses études. Donc, ce n'est pas une mauvaise personne. Singleton se souvient qu'il a été mentionné lors de la réunion qu'il s'agissait d'une situation initiale, qui continuerait à faire l'objet d'une enquête et qu'ils espéraient qu'elle attirerait l'attention des autorités supérieures. Elle leur a également demandé s'ils pensaient que les 2 sorts destructeurs apparus dans la ville pouvaient avoir été causés par des mutants. Les membres de l'Assemblée se regardent, perplexes, se demandant pourquoi la jeune fille leur a posé une telle question. L'une d'elles répond qu'elle est elle-même une mutante et demande pourquoi elle poserait une telle question. Elle affirme que ceux qui utilisent le pouvoir des ténèbres doivent en payer le prix, et que plus le mutant est puissant, plus le prix à payer sera élevé. Par conséquent, une personne peut devenir un nouveau genre de monstre, ou, si elle n'est pas prudente, son sort peut être pire que la mort. Un mutant de niveau roi ne peut donc tout simplement pas exister. L'un des hommes déclare alors que seule elle pouvait inventer une absurdité pareille, comme celle d'un mutant de niveau royal, et ajoute qu'avec des histoires pareilles, elle aurait dû faire carrière comme scénariste. Ce à quoi la jeune fille répond qu'elle examine simplement toutes les options, et que c'est à eux de décider s'ils veulent écouter ou non. L'homme dit en riant que ça ne sert à rien d'esquiver la question ou de trouver des excuses, car c'est de l'incompétence de sa part de cacher quelque chose. Et elle se met à rire, disant que si elle a raison et qu'il existe vraiment un mutant de niveau roi, il lui coupera la tête, et elle pourra s'en servir comme ballon de football. L'homme plus âgé l'informe, alors qu'ils ont déjà envoyé une équipe d'enquêteurs en ville et qu'ils espèrent coopérer avec la solitaire, mais que l'équipe prendra en charge toutes ses fonctions si nécessaire. La femme proteste. Cela signifie-t-il qu'ils ne lui font pas confiance? Mais on lui explique qu'il ne s'agit pas d'un manque de méfiance et qu'on lui demande simplement d'être patiente. Soudain, son assistante fait irruption dans le bureau, annonçant qu'elle a des nouvelles pour son capitaine. Elle raconte qu'une force destructrice a frappé le royaume du temple resplendissant. Mais heureusement, personne n'a été blessé. Après avoir informé tous les enseignants de l'incident, Chi objecte qu'apparemment, lors de leur enquête, une erreur a été commise. Mais le solitaire affirme avec assurance que toutes les informations sont absolument correctes. Et cela ajoute que tout cela devient de plus en plus intéressant. À l'heure actuelle, la ville de Longbo est entourée d'un bouclier bleu. Ningfeng et Duan se tiennent au milieu de la foule et écoutent les discussions sur le champ de défense. Quelqu'un confie même que ce dôme lui fait peur. Mais le gardien répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le bouclier protecteur a été activé à un niveau élevé qui bloquera les forces obscures extérieures et n'affectera pas la zone urbaine. L'homme pense que le tapage qu'il vient de provoquer était trop fort, puisque l'alerte maximale a été immédiatement déclenchée. Et apparemment, il devra attendre que la situation se calme avant de pouvoir rentrer chez lui, en voiture. À ce moment-là, des êtres sortent d'un étrange portail et demandent si c'est le monde des humains. Ils se demandent pourquoi les humains ont décidé d'activer le bouclier magique. Et une autre créature répond que les humains préfèrent toujours se cacher. Puis toute une armée de monstres apparaît, et les survivalistes affirment que, malheureusement, ces êtres humains ne suffiront pas à les tenir à distance. Et ils vont leur réserver une grosse surprise en attaquant la population. Lorsque les humains lèvent la tête, ils aperçoivent un groupe de créatures qui traversent le dôme. Les gens se mettent à crier et tentent de s'enfuir pour se sauver, mais certains sont déjà blessés. Les gardes sont très surpris et ne comprennent pas comment les monstres ont pu traverser le bouclier. La panique s'empare de la ville. Les gens commencent à se bousculer. Les gardes demandent de faire plus attention car ils craignent de frapper des civils avec leurs épées. Duan crée son propre mini-bouclier,
se protégeant ainsi que Ning Feng. L'homme affirme qu'il pourrait s'agir d'une autre invasion de haute intensité, comme celle de la nuit dernière. Duan demande s'ils doivent prendre des mesures. Mais le protagoniste demande en réponse si l'homme a une solution pour régler ce problème. Mais cet homme ne comprend pas pourquoi il devrait demander une solution alors qu'il peut facilement régler le problème lui-même. Il se dit alors que son patron veut simplement le tester. Il explique donc comment il va résoudre le problème et cet homme peut lui fournir la solution. À ce moment-là, Ning Feng pense que, vu le nombre de personnes présentes et le fait qu'il ne se sentirait pas à l'aise d'utiliser son pouvoir, il décide de le laisser gérer la situation. Soudain, le monstre principal apparaît et Duan crée instantanément un bouclier autour de lui et de son nouveau patron. Malgré l'utilisation d'épées et de flèches par le loup-garou, rien n'y fit. L'un des vagabonds demande avec crainte comment il est possible qu'il ne puisse même pas s'approcher de lui. Le monstre, cependant, déclare être déçu qu'il n'y ait pas de forte personnalité parmi les humains. Il se dirige alors vers les civils qui tentent de s'échapper. Il brandit alors son épée en déclarant que tous les humains sont inutiles. Cependant, il est arrêté par Duan, qui bloque son attaque avec son épée. L'homme explique que même si son patron n'a pas besoin de protection, il aurait tort de rester les bras croisés et de regarder les autres gérer la situation seul. Il parle ensuite du fait que son patron le lui a fourni, et Ning Feng lui demande d'arrêter de l'appeler ainsi, car cela le gêne. Le monstre, surpris, déclare que, apparemment, tous les humains ne sont pas inutiles. Puis ils se mettent à se battre, et d'un seul coup de poing, l'homme repousse le monstre avec une telle force qu'il crache un liquide bleu. Duan pulvérise alors la créature en un instant, la découpant en milliers de morceaux. Les gens se demandent quel genre de pouvoir possède cet homme, car le monstre n'a même pas eu la chance de riposter. Certains pensent même qu'il exerce la profession cachée la plus prestigieuse. Il s'avère que le guerrier secret est de niveau 137 et possède une profession cachée de rang 5 étoiles. Ning Feng est très impressionné par la force et l'agilité de cet homme, trouvant cela incroyablement extraordinaire. La créature venue de l'extérieur informe l'armée que le chef des monstres a été vaincu et lui ordonne de lancer la contre-attaque. Duan s'approche pour voir s'il doit faire autre chose. Mais le protagoniste répond que rien n'est nécessaire et que le guerrier a fait un excellent travail. Les gens qui l'entourent ne comprennent pas pourquoi un homme aussi puissant traite ce garçon avec une telle révérence. Certains pensent même qu'il s'agit du jeune chef d'une famille célèbre qui voyage avec lui. Duan tend alors le butin orange laissé tomber par le boss au type et lui demande de l'accepter. Et il affirme que même s'il ne peut pas l'utiliser lui-même, une simple vente aléatoire lui rapportera 10 000 cristaux. Ning Feng pense qu'un livre sur les techniques d'adresse serait parfait pour Wang Yue. Quant au bouclier, le type va le vendre à bon prix. Mais plus tard, un soldat s'approche soudain des hommes et leur demande s'il peut leur parler. Puis un autre homme s'avance pour remercier les deux hommes forts d'avoir visité et sauvé la ville de Longbo. Il présente alors le maire de cette ville, dit qu'il s'appelle Tsai Dongming, et ajoute que ces gars-là n'ont pas l'air d'être des locaux. Ning Feng explique qu'ils étaient venus ici pour affaires, mais qu'ils ne s'attendaient pas à se retrouver piégés et à ne pouvoir partir qu'à une certaine heure. Puis il regarde le maire avec colère et lui demande s'il sait pourquoi. Et le maire répond que c'est parce qu'ils ont décrété un niveau d'alerte élevé. Le soldat s'excuse également pour le désagrément, mais l'homme se contente de dire que ce n'est pas de sa faute et que tout va bien. Le maire demande à son assistant d'aller chercher le parchemin de vol qu'il vient d'acheter et de le lui apporter, afin de se réconcilier avec son patron. Feng se rend compte que le parchemin de voyage est un objet jetable précieux, difficile à trouver dans leur petite ville, qui permet des déplacements pratiques et rapides sur des distances courtes à moyennes. Mais le maire leur demande alors de rester au moins quelques jours de plus, car la ville est en proie à des troubles et il n'y a pas assez de gardes. L'homme répond qu'il est très occupé en ce moment et qu'il ne pourra peut-être pas accéder à sa demande. En fait, il craint de ne pas avoir le temps de terminer la mission pour la
première transformation. Mais Kai Dongming a tellement peur du protagoniste qu'il pense qu'il est réellement très en colère et commence à s'excuser, disant que c'est de leur faute. C'est alors que l'assistant du maire apporte enfin un rouleau de voyage à Ning Feng. Le maire, quant à lui, tend le cadeau au protagoniste, affirmant qu'il s'agit de la meilleure carte noire de Yangcheng Trading, et que ce n'est qu'un petit témoignage de reconnaissance. Cet homme a entendu dire que cette carte n'est accordée qu'à une poignée de personnes fortunées qui bénéficient de divers privilèges. Après avoir reçu le cadeau, Ningfeng est très heureux et remercie Kai Dongming. Le maire sourit lui aussi, mais pense en lui-même qu'il craint réellement qu'il ne se retourne contre eux. L'homme demande alors s'il peut compter sur le nouveau patron en cas de danger soudain à Longbo Town. Le protagoniste répond calmement que cela ne posera aucun problème tant qu'il aura le temps. Tous ceux qui l'entourent se mettent à applaudir, heureux que le patron ait donné son accord, ce qui signifie que la ville est sauvée. Après cela, les deux hommes s'en vont quelque part, laissant derrière eux 2 faisceaux lumineux. Pendant ce temps, l'équipe de Yue l'attend devant le bâtiment des changements de profession. Elle apparaît bientôt accompagnée d'un mage aux cheveux bleus de son escouade. Mais soudain, quelque chose la distrait, et son compagnon lui demande si tout va bien. La jeune fille répond qu'elle a juste vu 2 personnes passer en volant, et que l'une d'elles lui est apparue comme étant Ning Feng. Le mage se rit, disant qu'un parchemin de voyage coûte 1000 cristaux, et qu'un pauvre type comme lui ne peut pas se le permettre. Yue se tourne vers lui avec un regard furieux, et lui dit que s'il ose dire un mot de plus contre son ami, il a intérêt à être prêt à en subir les conséquences. Cet homme ne comprend pas pourquoi elle parle toujours d'un type sans espoir comme Ning Feng, et pourquoi elle ne l'aime pas autant que cet ami. La prêtresse les interrompt en leur disant qu'ils ne devraient pas s'attarder sur des pensées sans importance, et leur demande comment se déroule la 2e mission de transformation à laquelle ils ont tous 2 consenti. L'homme déclare avoir un niveau A et regrette de ne pas avoir atteint un niveau C. Le porteur de bouclier lui répond que c'est déjà un très bon résultat, car seuls les plus chanceux peuvent atteindre un niveau élevé. Un autre membre affirme qu'à l'âge de 18 ans, l'achèvement de la 2e transformation fait du mage une supernova, qui souhaite intégrer les meilleures universités. La prêtresse ne quitte pas non plus Yue des yeux, lui demandant comment elle a géré cette épreuve. Cependant, la jeune fille n'a pas l'air heureuse. Son regard est très terne et abattu. Puis, intervenant auprès d'un autre membre de l'équipe, il a demandé si la jeune fille avait pu obtenir un niveau inférieur à la moyenne. Le mage narcissique commence alors à penser à quel point cela doit être embarrassant pour elle, car la jeune fille surdouée a essuyé un échec au tribunal à cause de sa réaction. Elle a un faible niveau. Il dit alors à Yue qu'elle ne devrait pas être contrariée, qu'elle a juste besoin de s'entraîner davantage, et que si elle échoue soudainement, elle peut toujours lui demander de l'aide. Mais la jeune fille répond que s'il n'est pas triste de sa note de niveau A, pourquoi devrait-elle l'être de sa note de niveau C? Toute l'équipe est immédiatement très surprise par ce revirement de situation inattendu. La prêtresse demande pourquoi la jeune fille ne lui en a pas parlé tout de suite. Mais Yue pressent quelque chose, car sa situation est différente des autres. Après tout, sa mission est de découvrir une profession cachée dont elle n'a jamais entendu parler auparavant. On explique au magicien comment cela pourrait être possible. Il n'a jamais entendu parler d'une chose pareille et demande si Yue ne se trompe absolument pas. L'ami de la protagoniste commence alors à se souvenir de son calvaire pour changer de profession. Un panneau apparaît devant elle indiquant que des améliorations ont été découvertes pour la profession. Un objet clé apparaît à côté de son emblème lors de sa mutation, lui permettant de passer de la profession d'archer à celle d'avant-garde de l'ombre. La jeune fille ne se rend pas compte de ce qui se passe et est surprise que l'interface ait une apparence si étrange. Yue comprend que tout repose sur l'emblème de l'avant-garde. C'est lui qui produit cet effet. La jeune fille se dit soudain qu'au moment où il lui a remis l'emblème, il semblait assez sûr de lui.
Peut-être savait-il déjà tout. Elle choisit donc de s'améliorer et nous remercions son ami pour ce merveilleux cadeau. C'est là que son histoire s'achève. Et la prêtresse se demande si elle sera capable de prendre des décisions au hasard. Mais alors, le magicien s'écrie qu'il n'a jamais entendu parler de l'ombre de l'avant-garde, et qu'il s'agit probablement d'un simple bug du système, et que si elle fait le mauvais choix, la jeune fille pourrait ruiner sa vie. Ce à quoi South répond qu'elle n'a pas besoin que l'homme se préoccupe de choses qui ne sont pas des liaisons. Et l'homme rétorque qu'il le fait pour son propre bien. Au bout de quelques secondes, vous remarquez que personne ne se soucie de ce qu'il dit, car le reste de l'équipe commence à faire l'éloge de Yue et à se réjouir pour elle. Le mage se dit alors qu'il doit trouver cet emblème, quel qu'en soit le prix, et quel que soit le danger. À ce moment-là, Ningfen obtient son précieux emblème orange lumineux. Après quoi, sa poitrine s'illumine et un message indique que la mission est accomplie à 100%. Il est ravi que les attributs aient été grandement améliorés et que de nouvelles compétences aient été ajoutées, notamment la manipulation précise des sorts interdits, car il se demande jusqu'où ces compétences peuvent être développées. Et Ningfen suggère à Duan d'essayer ses sorts la prochaine fois qu'il en aura l'occasion. Soudain, Lone apparaît au loin, se demandant ce que fait le combattant qu'elle a vu récemment avec le protagoniste. Et elle pense, à en juger par son apparence, qu'il garde Ningfeng. Elle se souvient également que, selon le rapport des services de renseignement, ce type, malgré son jeune âge, possède déjà la 4e capacité de transformation. Cependant, selon le personnel, dès leur arrivée, ce combattant suivait toujours Feng, faisant preuve d'un grand respect. Elle informe donc rapidement le professeur Chi par l'oreillette que son élève n'est pas aussi facile qu'elle le pensait. Et elle ajoute que toutes les prochaines étapes ne dépendent désormais que d'elle-même, ce à quoi Chi répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Elle pense que Ningfeng est un type plutôt bien et qu'il ne serait pas leur ennemi. Alors que les garçons sont déjà dehors, discutant et riant joyeusement de quelque chose, le personnage principal est soudainement interpellé par le professeur Chi. L'homme lui demande immédiatement si elle voulait quelque chose de lui lorsqu'elle l'a appelé plus tôt. Et la femme répond sans hésiter que oui, qu'elle souhaite discuter de quelque chose. Duan décide de ne pas les déranger et les laisse tranquilles en disant qu'il attendra son patron non loin de là, ce qui surprend immédiatement Chi, tout comme Ningfeng. L'homme décide de dire que son compagnon plaisante et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. La femme devient sérieuse et demande si c'est vrai que le protagoniste a achevé sa première transformation. Feng est choqué par la question de l'enseignante, car il n'était absolument pas préparé à de telles questions. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de garder le secret, il n'aurait jamais imaginé que cela serait découvert si vite. Mais Chi est l'une des rares personnes en qui il peut avoir confiance. Alors il est sûr qu'elle ne lui fera aucun mal. Ningfeng répond en souriant qu'il est vrai qu'il a bien achevé sa première transformation, mais qu'il ne souhaite pas que beaucoup de gens le sachent, car il serait très difficile d'expliquer comment cela s'est produit. L'enseignante dit alors qu'elle a une autre question qui pourrait paraître impensable, mais elle a besoin de savoir si elle a un rapport avec le pouvoir des ténèbres. L'homme se demande pourquoi elle lui pose ces questions, et se demande si elle essaie de lui faire comprendre que son système a été piraté. La femme l'informe qu'en raison d'anomalies récentes survenues dans le monde entier, l'invasion de la réalité par le « royaume secret » s'intensifie, et que de nombreuses personnes deviennent des mutants sous l'influence du pouvoir des ténèbres. En guise de réponse, l'homme se contente de rire à nouveau, disant qu'il comprend, mais que Chi n'a rien à craindre puisqu'il n'est pas un mutant, et qu'il pense lui-même que, puisque les autorités surveillent de près les mutants, il préfère ne pas s'en prendre à eux de quelque manière que ce soit. La femme lui tend alors une pierre noire et lui dit que s'il dit la vérité, il pourra interagir avec cette pierre pour un test. Ningfeng doit concentrer son énergie dans le cristal, ce qui révélera le niveau de puissance des ténèbres. Lorsque le garçon devient nerveux, Chi se rend compte que son élève hésite, ce qui n'est pas dans ses habitudes. L'homme dit que c'est la première fois qu'il se trouve dans une situation pareille et commence à s'inquiéter un peu,
sans raison apparente. Dès que le protagoniste touche le cristal, celui-ci se brise. L'élève et le professeur sont tous deux choqués par ce qui s'est passé. Ning Fantasy est perplexe et demande à Chi ce qui se passe. La femme se souvient que Solitari avait dit que le cristal magique était extrêmement sensible au pouvoir des ténèbres et que les autorités l'utilisaient donc souvent pour détecter les mutants. Et lorsque la puissance obscure entre en contact avec le cristal, celui-ci se met à vibrer. Et plus l'amplitude de la vibration est forte, plus le niveau de la puissance obscure est élevé. Mechi se demande si quelqu'un pourrait lui expliquer exactement ce qu'on entend par « explosion directe ». Le type dit qu'un changement de carrière juste après le réveil peut sembler incroyable, mais que le professeur Chi le connaît depuis très longtemps et qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle commence à penser au fait que ce type a perdu ses parents très jeunes et que son éveil s'est produit plus tard que pour les autres. Il n'est donc pas facile de conserver une attitude aussi optimiste et positive. La femme l'informe qu'elle lui fait personnellement confiance, bien sûr, mais que c'est son devoir de rendre compte des événements du jour, et elle espère qu'il comprendra. L'homme, bien entendu, se met à sa place, en disant qu'il comprend tout. L'homme pense ne pas être certain de la réaction des autorités, mais face à l'inévitabilité des circonstances, il n'a d'autre choix que de quitter cette ville. Soudain, quelque chose brille dans la main de Chi, et elle dit que c'est pour lui, ce qui surprend le garçon. La jeune fille lui tend un livre d'une rareté exceptionnelle, de couleur pourpre, qu'elle lui offre en cadeau, le félicitant pour la réussite de son éveil. Le garçon remercie son institutrice pour toute la gentillesse dont elle a fait preuve à son égard au fil des ans, et lui dit qu'il a également préparé un cadeau pour elle, une ceinture orange rare, vent sacré, qui restaure la guérison et l'endurance de 50%. L'enseignant est très surpris par ce don, affirmant que cette capacité à lancer des sorts sans les utiliser directement pourrait sauver plusieurs vies dans des moments critiques. Elle s'écrie alors que l'objet est trop précieux et qu'elle ne peut l'accepter. Mais l'homme lui explique qu'il s'agit d'une récompense pour une mission de reconversion professionnelle et lui demande donc de ne pas refuser. Il dit ensuite que son ami attend toujours et que si rien d'autre n'est nécessaire, il reprendra son chemin. Puis il s'en va. La femme reste là quelques minutes encore, songeant que le garçon lui a offert un objet orange, rare, en cadeau, et ne comprend pas ce qui se passe avec Ning Feng. Pourquoi apporte-t-elle la pierre brisée au bureau des aventuriers pour que la solitaire et son assistante l'examinent? Cette dernière examine attentivement le cristal et déclare que c'est la première fois qu'elle se trouve confrontée à une telle situation. Chi craint ce qui se passera si les autorités considèrent Ning Feng comme une menace sérieuse. Singleton se lève de table et dit qu'elle pense qu'il devrait s'arrêter là. Elle affirme que son élève a dépassé toutes leurs attentes à son sujet. S'il est véritablement exceptionnel, il devrait chercher à négocier avec lui plutôt qu'à le provoquer. L'assistant demande s'ils doivent signaler cela, mais Lon répond qu'ils doivent suspendre l'enquête sur Ning Feng et que toutes les informations le concernant doivent être strictement classifiées. Le professeur Chi partage cet avis, estimant qu'après tout, il est encore jeune et manque d'expérience en la matière, ce qui peut constituer sa défense. Puisque Ning Feng ne souhaite pas que ses secrets soient révélés, Lon suggère de se concentrer sur le combattant, car il est temps d'exploiter ses talents. Et avoir une autre personne forte à leur côté ne peut qu'être bénéfique. À la tombée de la nuit, le protagoniste et son compagnon sont déjà rentrés chez eux. Et le combattant demande à son patron pourquoi il a l'air triste. Ning Feng répond que son professeur vient de lui envoyer un message disant que les autorités ont abandonné l'enquête le concernant. Duan fixe l'homme d'un air incompréhensif et lui demande ce qui ne va pas. Il s'avère qu'il s'inquiète de la façon dont il pourra progresser à l'avenir, car chaque fois qu'il doit détruire un royaume secret, cela provoque trop de remous, au point d'avoir déjà attiré l'attention des autorités. Duan pense que Ning Feng est vraiment un chef, car même ses préoccupations sont différentes de celles des gens ordinaires. À chaque fois, il détruit le royaume secret. Et s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux,
Il ne saurait pas comment poursuivre cette conversation. Il demande alors s'il ne serait pas préférable de le faire intégrer les services secrets, qui ne sont pas enregistrés auprès des autorités. Il lui explique que récemment, des anomalies se sont produites partout dans le monde, provoquant l'apparition de nombreux nouveaux mondes secrets, et que les autorités ne peuvent allouer des ressources qu'à la gestion de certains de ces mondes secrets, tandis que d'autres ont été envahis par des forces maléfiques. Ningfeng comprend que cela pourrait être la solution à son problème et demande à Duan s'il possède des informations sur ces mondes secrets. Il répond qu'il a bien sûr tout ce qu'il faut sous la main, car le patron en a besoin, et qu'il peut en trouver davantage, si nécessaire. Il le lui fournit alors et pense qu'il est beaucoup plus pratique pour Duan de se présenter que pour lui en tant qu'étudiant. Et demain, il ira au centre d'échange pour vendre son butin et en profiter pour se reposer un peu. De toute façon, en utilisant des sorts interdits pour augmenter son niveau, il n'aura pas à s'inquiéter d'être à la traîne par rapport aux autres joueurs. Au bout d'un moment, Duan réalise quelque chose qu'il n'avait pas compris. À son retour de chez le patron, il fera déjà nuit. Elle reste donc à l'hôtel et cherche une maison à louer pour le lendemain. Duan est abordé par un homme qui le salue soudainement, ce qui le surprend beaucoup. Une fois assis à une table, l'homme se présente comme le maire de la ville de Qinhui et le remercie d'être intervenu et d'avoir sauvé des vies lors de la dernière invasion du royaume secret. Il lui demande ensuite s'il compte rester à Qingyu City. Apprenant que Duan a des projets, le maire déclare que c'est formidable, car ils accueillent chaleureusement des personnalités aussi fortes. Puis, la ville lui remet un crédit spécial d'aventurier qui lui conférera de grands privilèges. Et s'il a des besoins à l'avenir, il n'aura qu'à nous le faire savoir et nous ferons de notre mieux pour les satisfaire. Duan prend le magnifique carton rouge, observant attentivement le logo. Pendant ce temps, Changji repense au fait que d'autres villes ont essayé de recruter Duan, mais qu'il a refusé toutes leurs offres. Alors, même si sa ville est petite, il espère que les autres ne la mépriseront pas. Le garçon constate qu'il accepte le cadeau et le remercie également pour sa gentillesse. Il se serre ensuite la main et le maire explique qu'il est lui aussi heureux que son cadeau ait été accepté. Le patron pourrait en avoir besoin plus tard, alors ça vaut la peine de le garder pour l'instant. Et le maire pense qu'avec un combattant de transformation de niveau 4 aussi puissant, la sécurité de sa ville sera encore plus assurée. Le maire demande alors à Duan s'il cherche un logement, puis lui dit qu'il n'a pas besoin de s'en préoccuper car il s'en occupera immédiatement. Pendant ce temps, Ningfeng joue à un jeu vidéo sur son téléphone et réalise soudain qu'il est l'heure d'aller au lit. Il remarque alors que malgré l'heure tardive, les membres du groupe de classe continuent d'échanger des SMS. Il réalise que tous ses camarades de classe avaient éveillé leur pouvoir à l'âge de 16 ans et comptaient passer l'examen d'entrée à l'université, qui exige de réussir la première transformation, ou un niveau supérieur. Et il n'imaginait pas qu'il pourrait les surpasser en quelques jours seulement. Ici, un fan de Wang Yue écrit que, bien que leur pouvoir ne les dérange pas, certaines personnes continuent de jouer aux jeux vidéo, faisant allusion à Ningfeng, qui se demande pourquoi il s'intéresse aux jeux vidéo. Le professeur Chi apparaît dans le groupe et parle de ce type dans le chat pour qu'il ne harcèle pas les autres. Et Ningfeng se met à rire. Puis, la conversation en ligne se met à condamner les mutants et l'invasion de diverses villes. Et le protagoniste réalise alors que même si le professeur et Duan lui avaient dit que le monde changeait, il n'avait toujours pas compris à quel point ces changements étaient déjà devenus graves. Il pense aussi au fait que le type de la dernière invasion s'est échappé. Il ne l'aurait pas humilié. Et à ce moment précis, un éternuement monstrueux soulève une question. Pourquoi a-t-il soudain ressenti une telle terreur? Le lendemain, le protagoniste se rend au centre de change pour enfin vendre tout ce dont il a besoin. À ce moment précis, dans le bâtiment, une conseillère malveillante demande à Yang Xing pourquoi quelqu'un viendrait travailler sans s'être complètement remise de ses blessures. La jeune Xing répond qu'elle n'est pas gravement blessée et qu'elle va bien maintenant. Mais la femme insiste et dit qu'elle peut faire semblant d'aller bien, mais que ce qu'elle veut vraiment, c'est retourner au travail
et gravir rapidement les échelons professionnels. Elle ajoute ensuite qu'elle peut parier que sa carrière s'est arrêtée net le jour où son client s'est révélé être un voleur qui a osé attaquer la 4e centrale de transformation, qui est probablement aujourd'hui détruite et méconnaissable. Yang Xin s'exclame que la jeune fille dit n'importe quoi, car M. Ning ne peut pas être une telle personne. Mais la femme répond que le type nommé Ning Feng est un bon à rien, qui a commencé à maîtriser une profession de niveau débutant à l'âge de 18 ans, et que ses parents sont morts depuis longtemps. Il n'a même pas les moyens d'acheter du matériel de haut niveau. Et maintenant que le 4e pouvoir de transformation s'est adressé directement à lui, n'est-il pas simplement un voleur? Soudain, elle est interrompue par une force quelconque, grâce à laquelle un amas informe apparaît juste devant elle, terrifiant la femme. Il s'avère que ce sort a été utilisé par Ning Feng. Il s'excuse, mais dit qu'elle veut qu'on la ferme, et qu'il a vraiment essayé de se retenir, mais en vain. La jeune fille se met à hurler, criant qu'il ose utiliser ses pouvoirs dans le centre d'échange et appelle la sécurité. Yang Xin demande au protagoniste de quitter les lieux au plus vite avant l'arrivée des gardes, mais celui-ci lui dit de ne pas s'inquiéter. La jeune fille affirme que l'influence du centre de formation est loin d'être négligeable, que les gens ordinaires ne peuvent absolument pas se le permettre, et que si on se fait prendre, on aura des ennuis. C'est alors que M. Wang et ses gardes apparaissent à l'horizon, hurlant, pour savoir qui lui a donné le droit d'agir de façon aussi imprudente dans leur centre. Mais cet homme affirme avoir entendu dire que l'autre le suivait, et l'avait même traité de voleur dans son dos. Cependant, monsieur répond que, s'il est un voleur ou non, lui seul le sait. Après quoi, il déclare n'avoir aucun droit de le questionner. Mais Ning Feng sort sa carte noire pour se renseigner. Voilà comment il traite les clients du centre d'échange de Yancheng. Monsieur Wang et la consultante sont horrifiés que cet homme possède une carte noire suprême. Elle pense même qu'elle ne peut pas être réelle. À ce stade, le protagoniste réalise que ce cadeau a assurément une certaine signification. Wang demande où il a réussi à se procurer cette carte, mais l'homme répond qu'apparemment, il est doué pour les enquêtes, donc il peut aller enquêter lui-même. La conseillère, perplexe, demande ce qu'ils doivent faire, mais l'homme appelle quelqu'un et dit qu'il va se renseigner et que les gardes doivent le surveiller. Dans ce contexte, personne n'est autorisé à entrer ou à sortir du bâtiment, et les gens discutent autour d'eux pour comprendre les raisons de ce qui se passe. Le maire Kai répond au téléphone et dit qu'il a été informé au siège que le centre d'échange étudie attentivement la carte qu'il a remise à M. Ning. Alors, quoi de neuf? Perplexe face à ces informations, M. Wang affirme qu'il ne s'est rien passé, juste un léger malentendu, et il ne comprend pas comment un homme simple pourrait tenter de s'attirer les faveurs du maire Kai, dont le père est l'un des fondateurs du centre d'échange. Mais le maire se met à crier sur Wang, disant que c'est pour M. Ning qu'il a travaillé si dur, et qu'il espère qu'ils ne lui ont pas fait de mal. Cependant, réalisant que Wang a finalement réussi à offenser cet homme, le maire lui demande avec colère qui lui a donné ce droit, le traite d'imbécile et lui ordonne d'attendre son arrivée. M. Wang, désemparé, ne comprend pas ce qui vient de se passer, ni la nature de la relation entre le maire Tsai et Ning Feng, ni pourquoi ils sont tous deux en colère. Il a l'idée d'appeler Duan, le grand ponte de la 4e transformation, et de lui annoncer que le costume du combattant a été retrouvé, et que, s'il les rencontre en personne, même le maire devra se montrer.